Voilà, bienvenue à toutes et à tous à cet état du monde du mardi, de chaque mardi 11h30, grâce à l'observateur connu et reconnu qu'est Roberto de Primis. Il est à Bruxelles aujourd'hui. Oui, en partance pour Paris. En partance toujours pour quelque part. Mais non. Roberto, la parole est à toi. Merci d'être là. Merci, merci. Je vais être bref, 10 minutes et puis même pas. Comme ça, on pourra après avoir un échange assez ouvert. J'ai quelques détails importants cette semaine-ci, certains qui peuvent toucher bien sûr à l'Ukraine, certains qui peuvent toucher à d'autres thématiques assez intéressantes. Je reviens juste au point dont on ne parle pas assez, c'est l'impact de la pandémie en fait sur certains marchés intérieurs. Je pense notamment à la Bretagne, l'Allemagne ou la France, des problèmes liés à la main-d'œuvre. Donc, aux États-Unis, par exemple, comme il n'y a pas assez de main-d'œuvre, je prends juste l'exemple, dans certains domaines, notamment tout ce qui est hôtel, restaurant, Marek qui est connecté peut très bien le comprendre. Aux États-Unis, on a commencé à imposer de plus en plus des bonus à l'engagement ou pour garder les personnes sur site, pour être sûr et certain. Donc, il y a eu une inflation aussi des salaires. Et pas uniquement une inflation liée au prix des matières premières. Donc ça, c'était un peu différent de ce côté-là, de ce qui s'est passé dans des pays comme en Allemagne. Il y a 32 000 postes en Allemagne qui restent, qui ne trouvent pas preneurs, donc surtout dans les mathématiques, l'IT, mais aussi dans tout ce qui est technologique. Et donc l'Allemagne est en difficulté de ce côté-là parce qu'elle va devoir aller chercher sur des marchés étrangers. Mais c'est la même chose pour France, qui voit une pénurie liée à tout ce qui est hôtel, restaurant et café. Et si vous regardez bien, cette tendance continue, même dont on ne s'attendait pas, c'est tout ce qui touche aux aéroports et aux ports. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont retrouvées avec des emplois pas toujours si bien payés, il ne faut pas se faire d'illusions, pas toujours si bien payés, et puis avec des horaires intercalés des fois de nuit, et puis on revient à la maison, puis on refait 3 heures quand un autre avion va revenir. Et donc des personnes qui ont trouvé mieux, peut-être pendant la pandémie, un autre type d'emploi, se sont qualifiés ou ont eu les compétences pour d'autres types d'emplois et ne veulent pas revenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que EasyJet et d'autres entreprises ont commencé à annuler des dizaines, si pas des centaines de vols. Et ça vaut aussi pour les ports qui sont en ce moment en difficulté pour tout ce qui est contrôle de marchandises. Je vais y revenir. Donc, on voit que l'impact de la pandémie, ce n'est pas que sur une question purement sanitaire, c'est sur une question aussi liée à la main-d'œuvre, pouvoir retrouver cette main-d'œuvre et pouvoir la garder via une inflation des salaires et pas uniquement une inflation des matières premières. Alors, je suis sur une autre thématique qui est la thématique liée aux aéroports et aux ports. Et là, on a une grave problématique. C'est une problématique de passoire. C'est-à-dire que tout ce qui est sécurité, je vous donne le top 4 des ports où il y a la grande entrée et les plus grandes saisies, bien sûr, de cocaïne en Europe. Je n'ai que ceux qui sont pour l'Europe. Le premier, pourquoi est-ce que je vous en parle, c'est la Belgique, c'est le port d'Anvers. Le second, celui de Rotterdam aux Pays-Bas. Le troisième, Valence en Espagne. Et puis, on a Hambourg en Allemagne. Ces 4 ports-là ont les plus grandes saisies et c'est tout ce qu'on trouve. On ne sait pas encore. On estime souvent que ce qu'on trouve, c'est 10% de ce qui passe réellement à travers les mailles du filet. Donc, ça vous donne une idée aussi de grands problèmes liés à la sécurité et aux passoires que sont devenus ces aéroports et ces ports par manque de main-d'œuvre. Donc, là aussi, c'est une problématique qui commence, et donc, ça laisse beaucoup de place aussi aux groupes criminels, terroristes et autres pour pouvoir se faire de l'argent. On sait très bien que la cybercriminalité, la criminalité que l'on connaît depuis des décennies, avec tout ce qui est drogue, traite des êtres humains et autres types de criminalité, mais qui rapportent énormément. Donc, je voulais rebondir sur ces thématiques qui me semblaient quand même assez importantes. Et puis après, on parle rien maintenant d'Ukraine, avec cet élargissement de l'OTAN et de l'Europe, de la défense qui commence à continuer, après la Suède, la Finlande, maintenant le Danemark devrait commencer à se rapprocher d'une Europe de la défense et de l'OTAN.
je reste toujours sur l'idée, je vous en ai parlé ces dernières semaines et j'ai souvent vu mes amis suisses avoir un sourire en coin quand je le dis, mais à quand la fin de la neutralité pour certains pays quand on voit que la Suède, depuis 1819, avait sa neutralité et l'a abandonnée. Donc, on a de quoi se poser quand même de certaines questions. Alors, toujours des relations russes à travers le monde, 2 points. Les pays du Golfe, donc tous les Émiratis, l'Arabie saoudite et autres, sont des pays qui accueillent énormément d'oligarques russes à l'heure actuelle, avec moins de contrôle que dans nos pays occidentaux. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères russe a fait une tournée dans certains de ces pays-là, donc Lavrov. Il est allé au Bahreïn, en Arabie saoudite, et même a pris la parole au Conseil de coopération du Golfe. Donc, ce sont quand même des passages, et toujours intéressant de voir où mettre les pieds les personnes importantes et proches de certains présidents. Là, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est de Vladimir Poutine. Et puis, on voit aussi que la Chine est en train de travailler de nouveau dans l'ombre, toutes ces informations sur le Covid, sur l'Ukraine. On n'en parle pas beaucoup, mais la Chine continue son influence. Des voyages qui sont effectués par le ministre des Affaires étrangères chinois dans le Pacifique, avec visite dans beaucoup de pays, dont les îles Solomon dont on a parlé, mais pas que ça, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que la volonté derrière de la Chine est de créer une petite zone de libre-échange uniquement dans la partie du Pacifique et de permettre des aides, pourquoi pas sous forme de prêts, et donc après avoir un contrôle comme les Chinois l'ont eu sur le Sri Lanka, sur certains pays de la zone Indo-Pacifique. Et ça fait grincer des dents, notamment en Inde, notamment dans les pays européens qui n'ont pas une assez bonne et claire stratégie dans l'Indo-Pacifique. Mais tout ça vous donne quand même une idée de comment est en train d'évoluer la situation internationale, derrière toutes les informations que vous recevez dans le premier quart d'heure ou 20 minutes de vos TV journaux ou dans les premières pages de votre quotidien que vous lisez assez souvent. Toujours dans ce qui touche, je rebondis un rien sur l'Ukraine encore, les pays africains essayent de plus en plus d'avoir leur mot à dire. Je pense au Sénégal. Donc, le président Macky Sall est un président qui essaie d'être actif via l'Union africaine, via un voyage qu'il a effectué en Russie, à Moscou, pour pouvoir dialoguer. Alors, pourquoi? Il y a toujours ce n'est pas qu'il avait du temps pour aller faire un voyage à Moscou, c'est qu'il y a une question là derrière. J'entends souvent Enza dire à qui profite le crime, mais il faut voir aussi le pourquoi de voyage. Eh bien, le voyage de ce leader africain est tout simplement une crise sur tout le continent africain au niveau alimentaire. Et donc d'être sûr et certain que les autorités moscovites n'oublient pas ou ne ferment pas trop le robinet aux pays africains qui ont grandement besoin de tout ce qui est blé et autres matières premières qui proviennent majoritairement, et pas que, il y a aussi l'Ukraine, mais majoritairement de Russie. Donc là, il y avait toute une recherche de la part du leader africain, enfin du leader sénégalais, qui voulait aussi montrer le là et peut-être prendre aussi l'ascendant sur les autres leaders africains en montrant que lui, il avait la capacité d'aller parler avec Vladimir Poutine. Alors, si on continue aussi, on se rend compte que la vision russe est conflictuelle. Alors ici, je vous dis, c'est vraiment pas un parti pris, c'est juste un interview qui a eu lieu, je crois, sur LCI ou TF1, de la part du ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, qui avait posé la question au présentateur, enfin, à la personne qui le questionnait, si en Belgique, on venait à interdire le français, comment réagirait la France? Et là, le présentateur, ou on pourrait dire la même chose avec la Suisse, si on venait à interdire le français en Suisse, que ferait la France? Un présentateur lui dit, mais la France n'a rien à voir dans tout ce qui se décide en Belgique, alors que Lavrov s'attendait à une réponse du genre envahissez-le, ou alors ayez ce genre de relation-là, ou ayez ce genre de modus operandi, comme nous on l'a fait avec l'Ukraine. Et c'est là qu'il y a eu un petit moment d'égarement entre la personne qui questionnait le ministre des Affaires étrangères russe. Mais tout ça pour vous dire que certaines fois, les Russes ont une vision un peu conflictuelle des relations, ce qui est un peu dommageable parce que
on a terminé ce genre de relation-là. Et surtout qu'on se rend compte que la France n'a pas son mot à dire, elle ne doit pas s'immiscer dans les questions nationales. Donc, des fois, les Russes peuvent avoir l'intelligence de bien comprendre le monde et des fois, ils repartent dans une vision un peu archaïque ou liée au passé, ce qui est un peu dommage, mais je trouve que le diable est dans le détail, et ça, c'est un détail qui nous donne aussi cette vision conflictuelle que peuvent avoir les Russes, sans parti pris dans le conflit actuel, mais c'est juste pour vous montrer que des fois, les Russes peuvent être dans une approche un peu rétrograde. Alors, une autre chose dont je voulais vous parler, ce sont les États-Unis. Le président américain, alors qu'il a mis, non pas au banc des accusés, mais de paria certains pays à travers la planète, notamment l'Arabie saoudite, après avoir été assoiffés de leur pétrole, on se rend compte quand même que les Américains se sont dit, bon, ben maintenant qu'on a de gros soucis d'approvisionnement et de sécurité énergétique avec les Russes, il va peut-être falloir qu'on reparle avec les Saoudiens. Eh bien, juste pour information, dans l'agenda du président américain, à la fin juin, donc dans quelques semaines, il y aura une visite avec Mohammed bin Salman, donc le président, le prince héritier, à Riyad, pour parler de sécurité énergétique, d'approvisionnement, mais aussi de stabilité dans la région. Donc, de paria, en quelques semaines, il redevient une personne fréquentable. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait des discussions au tout début où je donnais des conférences chez vous, où j'avais un sentiment un peu pas si, je n'étais pas vraiment à l'aise par rapport à l'attitude européenne, c'est-à-dire on était en train d'enlever un autocrate remplacé par d'autres. Et donc, de ce côté-là, j'avais quand même une interrogation dessus la tête. Comment réagir? Et là, on voit que le président américain va à Riyad fin du mois de juin. En tout cas, c'est confirmé dans son agenda. J'attends de voir comment est-ce qu'il va se comporter et s'il aura une attitude assez dure à l'égard du prince héritier saoudien qu'il rencontrera. Et alors, un dernier point dont je voulais parler, parce que là, il est quand même 48 et je vais quand même laisser la parole, c'est une question liée à tout ce qui est supply chain et au transport maritime. On n'en parle pas assez, et c'est quand même assez central. Et c'est pour ça qu'à Paris, en fait, parce que je vais donner une conférence à des étudiants, enfin c'est plutôt des personnes qui travaillent déjà, qui font un MBA en supply chain à la Sorbonne Business School. Et donc, je me suis un peu renseigné comment fonctionne le transport maritime ces derniers mois, comment est-ce qu'il a été touché, comment est-ce que des questions géopolitiques ont une influence. Figurez-vous que certains ports chinois ont été quasiment bloqués ces dernières semaines, vu qu'ils ont tout bloqué en Chine. Eh bien, le stress, c'est maintenant dans les ports occidentaux, aux États-Unis, à Anvers, dont je vous citais, à Rotterdam, à Hambourg, parce que là, en fait, pendant des semaines, ça s'est calmé, vu qu'il y avait moins de tankers et moins de navires qui arrivaient de Chine, sauf que maintenant, grâce au big data et grâce aux technologies, tout ce qu'on utilise de plus en plus, ils ont monitoré en fait et aussi avec les GPS pour voir où étaient les bateaux à travers la planète. Ils ont commencé à essayer de faire un travail d'anticipation du trafic maritime en provenance de Chine pour éviter trop d'engorgement et trop de trafic dans les différents ports. Parce que sinon, on allait se retrouver à Anvers, à Hambourg, au port de Los Angeles notamment aussi, ou de San Diego, avec des bateaux qui allaient plus ou moins attendre. Si on regarde le temps au port de Shanghai ces derniers jours, c'est 13 jours. Donc, c'est énorme. Donc, le tanker reste 13 jours bloqué en face du port. Donc, ça vous donne une idée. Donc, ça, l'ensemble des ports sont en train de travailler sont en train de travailler pour éviter des blocages et donc de perdre de l'argent et de bloquer des tankers ou des navires en face du port d'Hambourg, de Rotterdam, d'Anvers, de San Diego, de Los Angeles. Voilà, je m'arrête là, je laisse la parole aux différentes personnes présentes. N'hésitez pas, posez-moi des questions, je suis là pour vous. Alors, avant que la foule en délire ne se déchaîne, un mot peut-être sur les Africains qui sont allés voir Poutine la semaine dernière, sur quoi ça peut déboucher. Est-ce que sur une alliance, sur une confrontation, comment tu sens les choses? Alors, ça, je n'ai pas précisé, mais il faut savoir que le plus grand vendeur d'armes du continent africain, c'est la Russie. Donc, derrière l'approche purement alimentaire, il y a une approche aussi liée aux armes.
Quand je donne des formations dans certaines entreprises ou autres, à chaque fois, je garde ce slide d'un monde armé. Et j'ai toujours été étonné d'une personne dans une entreprise qui me dit un jour, ah, mais votre slide, je ne comprends pas votre slide. Je sais pas pourquoi. Ben, il y a de moins en moins de conflits. Ah bon? Mais vous seriez étonné, il y a de plus en plus de conflits. Sauf que ce sont des conflits localisés ci et là. Il n'y a jamais eu autant besoin d'armes. Les entreprises d'armement ne se sont jamais aussi bien comportées sur les, enfin leur action, pardon, dans les différentes bourses n'ont jamais été aussi élevées. On n'en parle pas assez de ça. Et le plus grand fournisseur d'armes, en tous les cas localisé sur pas mal de marchés, c'est la Russie. Et donc l'ensemble de ces pays africains ont été bien sûr en façade. La façade, c'est toujours la diplomatie quand on se serre la main. Donc on va pour une question qui est au niveau vendeur assez acceptée par l'ensemble des opérateurs. Par contre, quand il s'agit de fermer la porte et de pouvoir parler allègrement, à ce moment, on parle de dossiers beaucoup plus qui sont plus difficiles à parler face à. C'était des dossiers qui étaient liés à l'achat d'armes par différents pays qui doivent garder, parce qu'il y a des milices urbaines, il y a des tensions dans des frontières, on le voit dans pas mal de pays, ce n'est pas que le Sénégal, c'est quand même beaucoup d'autres pays, et pour garder aussi le pouvoir pour ces présidents et premiers ministres, il faut des armes. Et donc la Russie est fondamentale. Et puis la Russie regarde un peu moins les questions liées aux droits de l'homme. Beaucoup de contrats de pays occidentaux, notamment en Belgique, je l'ai vu, la Belgique produit des armes, eh bien, il y a des contrats qui ont été bloqués. C'est souvent les Verts qui sont au gouvernement, ils sont bloqués parce que sur tout ce qui touche aux droits humains, le pays, donc la Belgique, ne considère pas opportun de vendre des armes à ce pays-là. Et donc, c'est bloqué. À ce moment-là, le pays en question va voir un autre pays, donc c'est-à-dire la Russie, un autre producteur, donc c'est-à-dire la Russie. Voilà, pour répondre à votre question. On peut imaginer qu'il y ait des armes russes qui se baladent en Ukraine. Des armes russes, il faudrait voir. Non, je ne crois pas, c'est beaucoup d'armes occidentales. Ça, ils sont en train de donner énormément, en fait, d'armes occidentales. Il y a eu des armes en provenance de France, un petit peu en provenance d'Allemagne, mais c'était un peu complexe. Il a fallu vraiment les pousser jusqu'au bout pour que les Allemands en donnent. Beaucoup en provenance d'Italie. Au niveau des Belges, c'était des protections pour les mines, des protections aussi au niveau protection par balle. Il y a eu des drones. Donc, ça venait quand même de beaucoup de pays occidentaux, pas de pays russes, non. Les armes russes, vous les retrouvez vraiment beaucoup dans des zones de conflit qui sont en Afrique notamment. Encore une dernière question, puis après on interroge. Je suis là pour ça. Tout le monde, si tu es d'accord. Pardon. Au niveau communication, on a l'impression que ça s'essouffle un peu. Ils sont plus aussi en avant. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. L'été arrive, on en a peut-être un peu assez. Ben, surtout que y en a qui osent faire des blagues sur l'Ukraine. Il y en a, je sais le boutade ici, hein, mais l'Ukraine a été éliminée de la Coupe du Monde et elle a été battue par le Pays de Galles ce week-end-ci en football. Et il y en a certains qui en ont fait une blague, mais alors le Pays de Galles a laissé gagner l'Ukraine, comme à l'Eurovision, etc., etc. Je vous rappelle, ici, je fais une boutade, même si c'est enregistré. Mais donc, ça veut dire aussi que les gens commencent à oser petit à petit, à ouvrir les yeux sur une approche qui a été, notamment le président ukrainien qui est au Parlement pour demander des armes. Qui est quand même du jamais vu. J'étais le lecteur de 2 mémoires de communication jeudi de la semaine passée. J'ai vraiment demandé à mes étudiants, j'espère qu'un jour, il y aura des études dans des écoles supérieures spécialisées en communication sur la communication d'influence réalisée par le président ukrainien. Comment est-ce qu'il a été dans les différents parlements, comment est-ce que les télévisions radio, journaux ont couvert ce conflit. Ce qui n'a rien à voir avec le conflit en tant que tel,
et la dureté de ce qui s'est passé dans le quotidien des Ukrainiens. Je précise bien ici pour ne pas que mes propos soient mal compris. Mais je crois qu'au niveau de la communication, il y a un essoufflement qui est tout à fait normal, où il était arrive, où il y a d'autres thématiques qui intéressent les gens. C'est moins vendeur de se retrouver dans une situation liée à l'Ukraine là pour le moment. Je serais curieux de voir sur la partie liée aux migrants. Alors, en Belgique, il y a une tendance qui est, il y a 2000 migrants qui étaient dans des familles avec la vacances, avec des gens, des Belges qui partent de plus en plus. Les migrants, les familles accueillantes ont dit, écoutez, il faut qu'on trouve une solution alternative, on ne va pas vous laisser seuls dans notre maison. On a un peu peur de ce qui pourrait se passer. Donc là, la tendance, il y a 2000 migrants qui ont dû trouver une alternative. Je ne sais pas du tout comment ça se passe en Suisse, mais j'ai vu des migrants ukrainiens en Suisse, ça j'en ai vu dans le train la semaine passée quand j'ai été entre Genève et Lausanne, donc il y en a. Là aussi, peut-être c'est une tendance qui pourrait changer les choses. Je crois qu'au niveau de la communication, il y aura un essoufflement, oui, à coup sûr. Merci beaucoup. Alors, Marek, évidemment, comment ça va en Pologne? Il faut ouvrir ton micro. Oui, voilà, je suis là. Super. Comment ça se passe? Écoutez, il y a pratiquement le status quo, donc il ne change pas grand-chose. Il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui reviennent dans leur pays, où ils planifient de revenir parce que la guerre, bon, elle ne progresse pas beaucoup. Donc, de côté ouest, c'est plus ou moins sûr. Moi, j'ai des collègues qui sont allés récemment à Lviv, donc la vie continue normalement là-bas. Donc, je pense que tout le monde est persuadé que Poutine n'a pas beaucoup de ressources et puis la guerre va finir tôt ou tard. On espère que ça va être plutôt tôt que tard. Nous, on a contribué aussi parce que quand on a parlé des armes, n'oubliez pas que les Polonais, ils ont donné le tank à des Ukrainiens aussi. Donc, ce n'est pas uniquement les Allemands et puis d'autres pays qui ont fait la contribution. On se préoccupe un peu de l'attitude de certains monsieur Macron qui fait de boutades de genre qu'on ne peut pas humilier Poutine. Mon Dieu, c'est ce qu'il faut faire parce que sinon il va comprendre jamais. Donc ça nous préoccupe un peu, mais on reste confiant que le monde est raisonnable et puis la plupart des pays vont continuer à supporter l'Ukraine et puis la guerre va être finie. Bon. Ça, en bref. Bon. On t'attend toutes les semaines hein, pour que tu nous donnes des nouvelles toutes fraîches du front, si je peux ainsi dire. Peut-être, Roberto, demandons à Carole si elle a un avis, une question. Oui, j'avais une question relative en fait à l'approvisionnement en gaz. On a quand même comme voisin l'Algérie, avec qui on a une certaine histoire, pour notamment la France, et qui est quand même un grand fournisseur, qui a un grand potentiel en gaz. Est-ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'ils ont la pression, parce que par le passé c'était un peu avec les Russes, etc. Est-ce qu'ils ont une grosse pression dont on n'entend pas parler pour ne pas nous livrer de gaz, parce que ce serait quand même une chose assez simple, non, d'acheter beaucoup plus de gaz en Algérie, ça ne peut pas être une solution? En fait, le gaz algérien et le gaz libyen sont des gaz excellents, d'une excellente qualité. Il ne faut pas les raffiner, les retravailler de trop. Donc, ça a toujours été des partenaires assez intéressants pour deux pays, l'Italie et la France. Et tout passe en fait pour la France par un pipeline, gazoduc pardon, qui est entre l'Algérie et l'Italie. Donc par la Sicile et puis ça remonte. Donc il y a déjà de l'approvisionnement. Il faudrait augmenter, donc il faut modifier les contrats. La seule chose, c'est que certains ont quand même dit mais c'est fou parce que le gouvernement en place en Algérie, bon, ça laisse quand même un peu
Et des fois, donc, c'est de nouveau remplacer un Poutine pas par un autre, mais par quelqu'un quand même, des fois, on peut se poser de sérieuses questions par rapport au pouvoir en place là. Donc, c'est plus ces questions-là. Sinon, les Italiens travaillent énormément avec les Algériens et essayent d'augmenter, pas au niveau du pétrole, au niveau du gaz, donc parce que là, ils ont du gaz. Et le travail est effectué aussi grâce aux Américains en Libye. Parce que je pensais aussi à la Libye avant. Enfin, bon, la Libye, il y a la complexité. Bon, c'est un peu encore la guerre, on va dire, mais les Italiens, notamment, achetaient beaucoup de pétrole à la Libye. Donc, Oui. enfin, excusez-moi, c'est enregistré, je ne sais pas s'il faut le dire, mais un Ben Selman ou le président de l'Algérie pour le pétrole ou le gaz, je veux dire, on est quand même sur des niveaux de. Ouais, si tu fais un aller-retour là. Dictature un peu égaux, non? C'est ça justement qui pose problème à l'heure actuelle. Quand je dis remplacer un autocrate par un autre et de voir que Biden va en Arabie Saoudite fin du mois de juin, c'est cette forme d'hypocrisie d'avoir voulu absolument rayer la Russie de la carte du monde, pire au niveau culturel, comme je l'ai vu. Heureusement, la Scala, la première de la Scala, n'a pas voulu interdire une œuvre d'origine russe, parce que j'aurais trouvé ça complètement stupide, parce qu'il ne faut pas non plus mêler les différentes choses, ça vaut aussi pour les étudiants. Les choses sont en train de se calmer, c'est ce dont je disais tout à Enza, par rapport à la communication et à la culture. Maintenant, au niveau énergétique, tout est lancé. Donc, je sais bien qu'on ne fera pas de pas en arrière par rapport au pétrole et au gaz. Mais effectivement, il y a un travail de fond qui est effectué par la France et l'Italie pour pouvoir augmenter les approvisionnements européens en direct d'Algérie et de Libye. Okay. Pardon, Roberto, mais l'Italie a été pointée du doigt justement parce qu'il n'arrêtait pas la livraison de non, en fait, la semaine passée, quand je vous en ai parlé, c'est que Eni, la grande compagnie italienne, a ouvert 2 comptes chez Gazprom Bank en rouble, comme à la demande des autorités russes pour être payés en rouble. Mais là, ici, ça fait encore grand bruit. C'est une information totalement avérée, hein, donc qui était dans le Financial Times et autres. Mais c'est une information qui va créer des tensions parce que si l'Italie fait ça, d'autres pays le feront et donc il y aura quand même. Pourquoi? Parce que on est le 7 juin, l'hiver c'est après-demain et on n'aura pas le temps d'ici là d'avoir complètement réorienté notre approvisionnement en énergie pour l'hiver. Réorienté en provenance de la Russie, j'entends. Il faut aussi sécuriser. On ne peut pas se retrouver avec 14 sur les épaules et brûler du charbon non plus à l'ancien. Bon, enfin, en tout cas, on va bien suivre. Alexis, hello. Hello. J'ai bien le son? Oui. Parfaitement. Bon, super. C'est toujours aussi intéressant. Maintenant, j'ai pas une question précise aujourd'hui. C'est toujours assez large en fonction des évolutions économiques, des intérêts d'un pays à l'autre. Du coup, c'est toujours compliqué pour l'instant pour moi d'arriver à avoir un peu plus clair, comme il y a 2-3 ans en arrière avant le Covid. Alexis, est-ce que c'est toi qui as publié sur LinkedIn un article relatif aux cantons qui se mettent ensemble? C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Ah, ok. Parce qu'il y a une tendance à l'heure actuelle. Il y a une tendance à l'heure actuelle en Suisse de cantons qui se mettent ensemble pour pouvoir continuer à faire des affaires avec l'Union européenne. Donc, il y a une tendance, et ils se basent sur la Constitution. Donc, c'est quand même fou de se rendre compte que les cantons vont se mettre ensemble pour contourner la Confédération. J'ai lu ça ces derniers jours, parce que beaucoup de cantons sont à proximité avec la France, l'Allemagne, et c'est un partenaire de choix dans leurs échanges et dans l'approvisionnement. Donc, et pour éviter des inflations. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette information-là. Ce sont des cantons qui se mettent ensemble. Je le partagerai avec le groupe et avec le CDE. C'est une tendance qui est en train d'arriver, d'avoir des relations alors bilatérales d'un canton suisse, bien sûr, avec soit certaines régions européennes, soit avec des pays européens. Et il se base sur la Constitution. Il faut que je vous retrouve l'article. Je ne sais plus dans quelle revue c'était en français, je l'ai lu. Je vous le partagerai. Écoute, c'est très étonnant ce que tu dis, parce qu'en fait,
les interlocuteurs à ce niveau-là ne sont pas les mêmes, tu vois. Mais oui. Le canton, c'est un des problèmes entre Suisse et les autres pays, c'est que le canton, souvent, n'a pas les mêmes contacts que le pays. Mais oui. Ça me paraît, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais volontiers. On lit. Je le partagerai. Ouais. Je vais me renseigner pour le groupe du CDE. Merci beaucoup. Et puis, on le fera apparaître sur notre site, Ouais. tout comme cette vidéo qui est maintenant enregistrée. Peut-être une conclusion. Qu'est-ce que tu vas nous dire la semaine prochaine, Roberto? Déjà, la semaine prochaine, je serai là à Genève. Donc, on pourra se voir au CDE en présentiel. Non, je serais curieux de vous dire avec des informations liées à la supply chain, donc tout ce qui est cette chaîne d'approvisionnement, l'impact du trafic maritime des denrées. Je vous rappelle quand même que 90% des denrées, enfin de tous nos biens et services, enfin services non, mais les biens qui sont échangés à travers le monde, c'est par voie maritime. Hein. Le fret aérien, ce n'est que 10%. Et donc là, je vais passer 2 jours avec des spécialistes de ce domaine-là. Je serais curieux de revenir avec des informations qui se passent dans les ports, des informations qui passent hors radar et pour vous ramener à vous et amener une plus-value. Formidable. Super. Juste, pardon. Monsieur le Premier, suite à mes journées mondiales élevage lait, élevage vente de la semaine dernière, j'ai 2-3 slides justement sur le transport maritime, sur les pourcentages des ports, donc 47% du trafic par Shanghai, sur Singapour, etc. Ils sont au milieu d'un PowerPoint sur les matières premières en général dans le monde, ce qui n'est pas inintéressant. Ouais. Et du coup, je peux vous l'envoyer via LinkedIn, comme ça, ouais. Vous pouvez voir un peu 2-3 chiffres, derniers chiffres là. Merci, c'est très gentil, merci. Formidable. Est-ce que j'ose vous demander de laisser vos micros ouverts pour un bel applaudissement pour Roberto? Merci. Alors, on se retrouve en vrai la semaine prochaine. Je vais arrêter l'enregistrement. C'est